La seconde partie de notre débat consacrée à la COP21, ce sommet sur le climat à Paris qui démarre précisément le 30 novembre et dont l'objectif est bien de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés. On est donc à 81 jours de cet événement. On va en reparler avec nos invités dans un instant, surtout de savoir ce que vont mettre les pays sur la table, jusqu'où ils sont prêts à aller. Est-ce qu'il faut un accord contraignant? Si oui, comment cet accord contraignant sera suivi? En tout cas, il y a de nombreuses questions. Il y a la question aussi du financement du fonds vert et l'aide aux pays du Sud. Mais avant cela, je vous propose d'écouter tout de suite le Premier ministre français Manuel Valls, qui a eu un discours ce matin très alarmiste. L'enjeu est majeur, je n'ai pas besoin de le rappeler. Il engage l'humanité car il y va de la survie de la planète. Les conséquences du réchauffement climatique sont là, incontestables, et les 7 premiers mois de 2015 ont été, il faut le rappeler, les plus chauds jamais enregistrés à la surface du globe. Les inondations, les sécheresses, les catastrophes climatiques sont de plus en plus fréquentes. Et les premières victimes, ce sont les populations les plus fragiles, les plus pauvres. Ne pas agir serait nous condamner. Et chacun dans cette salle, je le sais, mesure l'urgence. Jean-François Juillard, pourquoi on s'est fixé comme objectif de limiter la hausse de la température à 2%? Parce que si ça va... 2 degrés, pardonnez-moi. Pourquoi 2 degrés? C'est l'analyse qu'a fait le GIEC, le groupe des experts internationaux sur le climat, de dire que si on dépassait cette barre des 2 degrés, on s'exposait à des conséquences climatiques folles avec des phénomènes météorologiques extrêmes comme des inondations, des sécheresses qui vont prendre de plus en plus d'ampleur, qui vont être de plus en plus répétées, avec des régions qui seront de plus en plus touchées, donc avec un impact pour les gens qui vivent dans certaines régions très très fort. En France, on est relativement protégé parce qu'on ne sera pas le pays le plus exposé à ce dérèglement climatique. Mais beaucoup de pays dans le Sahel, par exemple, beaucoup de pays en Asie sont déjà extrêmement concernés. Il y a des pays entiers qui, d'ici 20 ou 30 ans, risquent de disparaître, notamment des États insulaires qui sont les premiers concernés dans le Pacifique, qui sont de petites îles. Et à cause de la montée des eaux qui est liée au réchauffement climatique, ces États-là vont tout simplement disparaître. Il y a une île, par exemple, Kiribati, qui a déjà acheté des territoires sur une autre île pour reloger toute sa population. Donc on parle d'un pays entier, même si c'est un petit pays, c'est une île, mais un pays entier qui, d'ici la fin du siècle, devra trouver un autre pays pour l'accueillir. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre la mesure de cette... Et aujourd'hui, si on ne prend pas justement des mesures, on va vers quelle hausse de la température? C'est difficile 4, 5, 6 degrés? C'est difficile de le dire parce que tout dépend effectivement des mesures qu'on prend, tout dépend des scénarios. C'est-à-dire que si on reste sur la tendance actuelle d'émissions de gaz à effet de serre, donc si on ne change rien à nos sociétés, à nos activités, aux activités de l'homme sur cette planète, on va vers potentiellement, oui, 5-6 degrés de réchauffement climatique. Aujourd'hui, les engagements qui sont sur la table, et c'est l'un des problèmes de cette COP à la fin de l'année, les engagements qui sont sur la table des pays qui ont déjà fait part de leurs engagements, nous mettre sur une trajectoire d'au moins 3 voire 4 degrés. Ouais, donc c'est loin d'être suffisant. C'est loin d'être suffisant. Alors justement, Jean-Marie Chevalier, quels sont les mauvais élèves? Parce que l'Union européenne, elle a quand même fait des efforts. D'ailleurs, elle a été quand même la première à les faire. Elle a donné l'exemple avec une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Quels sont les mauvais élèves? Ce sont les États-Unis, la Chine, vont pas assez loin? La géopolitique du climat est finalement assez simple. On a quand même d'un côté les pays riches, dont certains, comme l'Europe, font des efforts d'exemplarité remarquables pour réduire leurs émissions. D'autres, comme les États-Unis, qui sont pris entre le fédéral et le local, les États, et donc c'est très compliqué à gérer. Et puis, on a de l'autre côté les pays pauvres qui seront les plus touchés par le réchauffement climatique et qui souvent n'ont pas les moyens financiers pour mettre en œuvre une adaptation à ces changements. Et c'est là où on tombe sur le problème financier, c'est que du côté des riches, on a des gens qui, certes, sont de plus en plus conscients de l'importance de cette question et de sa gravité, mais quand on leur demande de payer, ils sont plutôt réticents. Et ça, c'est un vrai problème, ça. C'est-à-dire que le fameux fonds vert dont vous parliez tout à l'heure, on en est à un abondement qui est de l'ordre de quelques dizaines de milliards. On n'arrivera pas aux 100 milliards. Et donc, ça va retarder encore la lutte contre ce réchauffement climatique. Avec toutes les conséquences qu'il y a, on parle de la crise des migrants aujourd'hui, mais ça veut dire aussi des déplacements de population, avec des conséquences aussi politiques et géopolitiques derrière. Par exemple, le Bangladesh est un exemple intéressant. C'est un des pays les plus pauvres du monde. C'est un pays de delta. Delta avec la menace de la montée des eaux des mers. Et puis au nord, l'Himalaya, avec les rivières dont les régimes se modifient. Donc il est menacé à la fois au nord et au sud.
et autour du Bangladesh et à la frontière avec l'Inde, qui est maintenant une barrière métallique pour empêcher les immigrations. Donc vous vous rendez compte un peu de la gravité de la situation, et on va avoir une multiplication d'exemples de ce genre qui vont probablement nous amener à prendre conscience encore plus de la gravité de la situation. De là à payer, il y a un pas. Il y a un pas. Yves Contasso, le gros problème quand même, c'est les États-Unis et la Chine qui sont quand même les deux plus gros pollueurs de la planète. Ils doivent faire un effort supplémentaire. Est-ce que vous pensez que d'ici décembre, ils viendront avec de nouveaux objectifs sur la table, ou vous pensez qu'ils vont camper sur leur position? D'abord, il faut savoir que ce sont deux pays qui n'acceptent pas d'accord contraignant international. Par principe. Ils n'ont jamais reconnu la Cour de justice internationale, la Cour pénale internationale, etc., parce qu'ils considèrent que leur indépendance passe au-dessus de toutes les autres considérations. Et donc c'est compliqué, parce qu'ils disent de manière très claire, nous ferons ce que nous voulons, nous allons nous engager, mais nous n'accepterons pas un accord contraignant, quel qu'il soit. Et donc on voit bien qu'il n'y aura pas d'accord contraignant en soi. Donc il n'y aura pas d'accord contraignant, vous dites, en décembre? Il y aura un accord qui sans doute permettra de dire, ben voilà, chacun fait sa part. Et puis on constatera que malheureusement, probablement, on n'est pas à 2 degrés. Et donc il faudra bien, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs François Hollande, revoir les objectifs. Tout le monde le sait. Ces objectifs sont totalement insuffisants. Aux États-Unis, effectivement, il y a des choses qui bougent, mais en même temps, c'est là qu'il y a le plus gros affrontement entre démocrates et républicains, notamment sur la responsabilité humaine en matière de dérèglement climatique. Il y a encore un lobby fantastique qui consiste à dire « mais non, l'énergie fossile, ça pose pas de problème. Les lobbies pétroliers sont extrêmement puissants. » Et les républicains le disent. S'ils gagnent les prochaines élections, ils remettront en cause les objectifs. Donc il y a vraiment là un enjeu majeur. En Chine, je crois que c'est différent. Parce il y a une prise de conscience quand même en Chine. Hein, quand on voit à Pékin la pollution... Mais bien sûr, il y a des classes moyennes émergentes. Et quand on dit classe moyenne en Chine, c'est tout de suite des dizaines de millions de personnes. C'est ça qu'il faut voir. Qui disent on ne peut pas continuer comme ça. Il faut changer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Chinois investissent beaucoup plus dans les énergies renouvelables que beaucoup d'autres pays. Ils partent de tellement loin. Et c'est un tel problème qu'évidemment, avant que c'est un effet concret, ils le disent eux-mêmes, ça sera 2030 ou 2050. Donc on a un problème de rythme, on a un problème effectivement de responsabilité de quelques grands pays. L'Inde, pour l'instant, n'a pas bougé. Et ça, c'est on a toujours attendu les chiffres de l'Inde, on les attend toujours. N'oublions pas que les pays comme l'Inde ou comme la Chine, la croissance économique et l'emploi est beaucoup plus importante pour eux que le problème du réchauffement climatique, dont ils seront victimes. En Chine, ça commence à bouger un peu. Oui, enfin, le bilan énergétique chinois, c'est encore 70% charbon. Bien sûr. Et dans 10 ans, ce sera encore 70% charbon. Donc les changements sont lents et durs. Quand on voit chez nous la vitesse, ou plutôt la lenteur de nos changements, on ne peut pas leur reprocher de ne pas aller très vite. Je ne reproche rien. Hein, et en matière d'exemplarité, il faudrait que nous soyons exemplaires pour leur demander d'aller plus vite. Franchement, l'exemplarité de la France, c'est du baratin, excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre terme. Quand on voit les dernières décisions qui ont été prises sur la pollution, les taxes sur la pollution des poids lourds, on retire rien. La rénovation thermique des bâtiments, les normes sont reportées d'année en année. On n'a pas d'investissement dans ces domaines-là. Et on a franchement un peu de discours vert. On a du greenwashing pour dire les choses clairement. Mais ça bouge très, très, très lentement. La loi de transition, même si elle n'est pas parfaite, c'est quand même un progrès. C'est une loi de papier. Et ça va maintenant, voyons comment on va trouver. D'accord. Ça va être vite. Dans 2 mois, au mois de décembre, quand on va parler de loi de finances, où seront les financements? C'est là qu'on va avoir la vérité. Ça coûte combien? Cette loi de transition énergétique, elle coûte combien? Ça coûte combien pour la mettre en œuvre? C'est extrêmement difficile à dire. Parce que, je vais vous donner un exemple. Sur la rénovation thermique des bâtiments. Aujourd'hui, personne n'est capable de donner un chiffre un peu sérieux sur ce que ça coûterait et sur les économies qui seraient les conséquences. À Paris, puisqu'on y est, les bâtiments, il y a beaucoup de bâtiments sur lesquels il y a très peu de choses à faire. Mais on a aussi un business de la rénovation qui pousse à aller très au-delà de ce qui est nécessaire. Et on pourra aller très très vite à 40 ou 50% de baisse des émissions, de baisse de la consommation, sans faire des choses extraordinaires. Rien que sur les comportements, on sait qu'on peut baisser de 20 à 30% nos consommations et nos émissions sur notre comportement. Mais où sont les campagnes? Où sont les accompagnements? Où est la pédagogie? Rien. Pour répondre à votre question sur le coût, ce qu'on sait aujourd'hui en revanche, c'est que
Si on reste sur autant d'énergie nucléaire en France, ça nous coûtera à la fin plus cher que si on sort du nucléaire. Le coût du nucléaire ça, je m'excuse, laissez-moi mais c'est terminer. difficile à démontrer, ce que vous dites. Non, c'est pas, non, c'est non. pas difficile Allez, à Jean-François démontrer. Julliard, Le termine. coût du nucléaire est en constante augmentation et on le voit aujourd'hui sur les chiffres du coût du nucléaire du futur EPR qui va Non, mais coûter attendez, bien vous plus avez quand cher même que deux le coût choses. des Vous avez énergies le problème, renouvelables. le coût. Laissez-moi terminer mon Il raisonnement. termine, Jean-François Julliard, En et ensuite je revanche, vous donne la le parole. coût des Jean-Marc énergies renouvelables est sur une pente descendante extrêmement bonne mouvement. rapide. L'éolien terrestre devient de moins en moins cher, le photovoltaïque est en baisse constante. Les énergies renouvelables sont d'ores et déjà compétitives par rapport au nucléaire pour certaines d'entre elles, et ça ne va cesser de s'accélérer. Et on le voit à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, il y a 15 fois plus d'investissements sur la planète dans les renouvelables que dans le nucléaire. Il n'y a qu'en France qu'on croit que le nucléaire, ça va marcher, et ça va continuer. Il n'y a qu'en France qu'on est focalisé comme ça sur le nucléaire. À l'échelle de la planète, il y a déjà 2 fois plus d'énergie renouvelable que de nucléaire. Il n'y a qu'en France qu'on a autant de nucléaire. Jean-Marie Chevalier. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même mettre des nuances. En France, on a un parc nucléaire qui existe. Ce serait dommage de ne pas profiter de son existence sous des règles de sécurité jusqu'au temps où il faudra fermer. Deuxièmement, ce que vous dites sur le nucléaire, il y a le coût du futur nucléaire qui, là, est un problème majeur. Ça dérive d'une façon extraordinaire comme Flamanville. Et puis, il y a le coût de gestion du nucléaire existant qui, pour l'instant, est quand même supportable. Oui, mais vous dites Et qu'on ce n'intègre que vous pas dites le sur coût de les- démantèlement et de fermeture. Ce que vous dites. Ah ben sinon, c'est plus du tout Attendez, rentable. non, ça, c'est un problème. C'est Ah que bah oui, ah oui, le mais ça futur fait du ça fait nucléaire problème est essentiel. lié Problème. à des coûts dont on va découvrir l'importance sur Ah, le démantèlement Ça commence et à le venir. stockage des déchets. Ça vient doucement, très doucement. Eh oui. Et puis alors, sur les renouvelables, oui, bien sûr, les coûts diminuent. Les coûts diminuent, mais on ne peut pas arriver à un système dans lequel on sera 100% renouvelable. Bien sûr Il que faut si. donc- Mais si. Mais bien il sûr faut que donc- si, monsieur. il faut mixer les différentes solutions possibles. Mais non. Entre, Aujourd'hui, entre le c'est- biogaz, l'éolien, le solaire et les autres énergies, dont notamment le gaz, qui est une énergie de bouclage. Le gaz de schiste, c'est une bonne énergie, bonne source d'énergie. Alors, faut-il ouvrir le débat là-dessus? Ma position, c'est de dire, en France, on a probablement du gaz de schiste. Avant d'interdire ou d'autoriser, allons voir, allons évaluer le gisement pour voir ce que l'on a comme quantité de gaz, quelle est la qualité de ce gaz et à quelles conditions on pourrait éventuellement développer pour remplacer du gaz importé. Parce qu'il est non polluant, ce gaz. Ah, si, Mais bien si, sûr si. qu'il est polluant. Si. Bien sûr qu'il est polluant. Mais il n'est pas polluant comme peut l'être. Si, Il mais est ce polluant serait- comme ce toutes serait- les énergies carbonées, bien Mais sûr. monsieur, ce serait totalement irresponsable. On vient de parler des conséquences pour les populations au Bangladesh, pour les populations au Sahel, du dérèglement climatique. On n'est pas sur la trajectoire, etc. Il n'est même pas question d'aller chercher du gaz de schiste qui va augmenter encore nos émissions de CO2. Donc il faut arrêter avec ce gaz de schiste. Au plan économique. Il ne faut pas aller le chercher. Tout le gaz, tout le pétrole qui est sous terre, il faut le laisser sous terre Absolument. maintenant. On a déjà trop à consommer. On a déjà trop de pétrole et de gaz et de charbon à brûler. Et c'est pas les recommandations de Greenpeace uniquement, c'est les recommandations des Nations Unies et de tous les instituts sérieux qui travaillent sur ces questions. Donc ça, par exemple, les États-Unis qui s'orientent vers le gaz de schiste, ça va pas dans le bon sens quand Non, même. bien sûr S'oriente, que non. ils s'orientent. Bah, de Vous plus en savez, plus quand même, ils non, veulent pas se de plus en dégager plus. du pétrole. Non, pas de et- plus en plus. Il y a de plus en plus de puits qui ferment. Au Canada, les banques sont en situation extrêmement délicate au plan économique parce qu'elles ont énormément investi dans les forages et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rentabilité. Il y a un risque bancaire majeur au Canada et tout le monde commence à paniquer un peu. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que les questions, bien sûr, elles sont prégnantes environnementales, mais aussi les questions économiques et financières derrière. Enfin, quand je vois qu'aux États-Unis, le gaz et le pétrole de schiste donnent quand même une nouvelle compétitivité à l'industrie américaine qui profite à tout le monde, et que par ailleurs, le gaz remplace du charbon, donc avec un effet moins polluant. Quand que même le moins charbon. polluant, le gaz de Donc, schiste, je veux dire, pas il n'y a charbon. pas de À court solution terme. énergétique idéale. Il y a un mix. Et compte tenu des immenses incertitudes qui règnent sur le monde énergétique à l'heure actuelle, il faut mélanger les solutions. Donc ce que vous dites, Et mélanger les là-dessus, solutions. la loi de transition énergétique va dans un sens de régionalisation où on peut mixer davantage des ressources locales avec des énergies que l'on peut importer, etc. Sur le renouvelable, la seule difficulté, pour l'instant, mais qui est en voie de solution, c'est la question du stockage. C'est la question du stockage. Quand on saura Oui. stocker Oui, l'intermittence, C'est vrai. le problème sera C'est vrai. réglé. c'est vrai. Or, quand vous regardez ce qui C'est se vrai. passe aux États-Unis, il y a déjà plus de 9000 points de stockage qui existent dans les maisons. Dans les maisons, en individuel. Ça En va France, venir, ça va venir, ça. on n'a pas encore autorisé. Ça mais va. Ils sont bons, les Mais- États-Unis, en matière d'énergie renouvelable. C'est Ils sont très au variable, point. c'est très compliqué parce que c'est un c'est un pays fédéral et donc il y a des politiques extrêmement variées suivant les États. Donc on ne peut pas dire les États-Unis. On voit bien qu'en Californie, il y a eu des efforts
pas dans tous les domaines. Sur l'eau, on pourrait discuter leur politique. Mais il y a des États qui font des efforts. Et puis, vous avez les États du centre, il faut bien le dire, des États-Unis qui, eux, ne veulent pas en entendre parler, qui sont vraiment sur la logique des gaz de schiste, du pétrole, du charbon. Donc, c'est très composite. Et la Chine, en matière d'énergie renouvelable, elle construit beaucoup d'éoliennes, Oui, notamment, elle et le solaire aussi, elle va sur le absolument. solaire. Oui, elle va très très vite, mais c'est vrai que la Chine n'est pas un exemple non plus, parce que la Chine construit de tout, parce elle est dans un développement extrêmement rapide, donc elle construit elle utilise toutes les sources d'énergie. Mais vous disiez tout à l'heure, il y a une vraie prise de conscience en Chine de la population, notamment à cause de la pollution de l'air, qui est un vrai problème de santé publique en Chine, ça c'est certain. Ce qui moi, me rassure dans toutes ces questions-là, c'est que finalement, on a quand même le sentiment que cette prise de conscience de la population, elle amène à des actes de la population. En revanche, parfois, les gouvernements ne suivent pas. On a le sentiment aujourd'hui que les gouvernements, et ça vaut pour la Chine, mais ça vaut pour tout un tas de pays, ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans la vraie vie, dans l'économie réelle, chez les gens. Les Mais sociétés parce qu'il y a vont les plus lobbies vite. qui sont les plus forts Non, que... Bah peut-être- si, c'est quand même ça. Oui, peut-être Oh, pas que ça, peut-être mais que ça gêne, mais je pense qu'il y a aussi une déconnexion, comme c'est le cas, y compris dans nos démocraties européennes parfois, une déconnexion entre les élites, les dirigeants et ce qui se passe dans la population. C'est-à-dire que les sociétés avancent bien plus vite sur tout un tas de questions, et notamment sur la question de la transition énergétique. Les sociétés, les populations ont envie d'aller plus C'est vrai vite. qu'il y a des Elles sont changements parfois- quand même dans les mentalités. Je Eh pense oui, elles sont notamment au tri des ordures. Il y a 10 ans, on ne triait pas ces ordures. Beaucoup Le moins. vélo, beaucoup moins. Enfin, peut-être vous, Yves Montassou, vous y étiez déjà au fait. Mais le vélo, l'utilisation du vélo, aujourd'hui, prendre plus le vélo que la voiture. Il y a quand même des changements d'habitude quand même chez la population. Ils sont liés à des prises de conscience locales qui donnent lieu à des initiatives locales où on fait des systèmes nouveaux qui combinent différentes formes d'énergie. Et ça, c'est formidable, c'est porteur. Parce que derrière ce mouvement essentiellement énergétique, il y a aussi toute l'idée d'économie circulaire, c'est-à-dire une économie dans laquelle, au lieu de jeter, on recycle et on utilise les produits pour faire d'autres formes d'énergie. Donc ça, c'est très important. Et ça, en France, on est à un tournant. Ça va pas assez vite, oui. Ça, on est Mais Il faudra combien de temps, à votre avis? Il faudra 5 ans, 10 ans, 20 ans pour qu'on ne vive qu'avec du renouvelable? Est-ce qu'on Nous- a un peu un objectif? Nous, on est parti sur l'idée que c'est faisable techniquement, souhaitable économiquement à l'horizon 2050. Donc ça veut dire c'est pas demain matin non plus, mais sur la planète, on est capable aujourd'hui d'avoir un système fait de 100% d'énergie renouvelable pour tout le monde sur la planète. Sur à toute l'horizon- la planète. Sur toute la planète à l'horizon 2050. C'est non seulement la C'est seule rapide option. quand même. C'est Mais c'est rapide si on s'y met tout de suite, mais ça va très vite. Si on Bien prend sûr. la situation d'il y a 10 ans dans les renouvelables, elle est en rien comparable avec la situation d'aujourd'hui. Le rythme d'installation est très très rapide. sur le plan théorique, je suis d'accord avec vous. On pourrait y arriver. Hum. Mais si on regarde les choses, les forces économiques concrètes, on voit qu'il y a beaucoup de forces d'opposition et de forces qui travaillent en sens inverse. Mais on est bien Donc, d'accord, mais c'est là que le rôle de l'État intervient. Le Pas seulement premier l'État, mais opposant, les citoyens. Oui, je veux bien, mais le premier opposant au développement des renouvelables en France, c'est qui? C'est EDF. Il faut le dire. C'est EDF. EDF, c'est qui? C'est C'est l'État. l'État. C'est EDF qui a tué le photovoltaïque en France. Il y a 40 ans, on avait fonds Romeu, on était en pointe au plan mondial sur le solaire. Qui est-ce qui a arrêté? C'est EDF au nom du tout nucléaire. Et aujourd'hui, on est à la traîne. On a cassé notre industrie dans ce domaine. On fait la même chose en matière de Oui, voitures. on a est dit, en train de rattraper. Regardez quand même, par On est exemple, très, très loin, un quand exemple même. intéressant, Très c'est loin le chauffage électrique, qui était quand même une grande bêtise. on continue à en faire Non, aujourd'hui. à l'heure actuelle, le chauffage électrique, c'est 30% des nouvelles installations, alors que c'était 100%. Mais Donc, je suis d'accord avec vous qu'on réduit, mais comment peut-on encore, dans des collectivités locales, et je suis bien placé pour le voir, dire à certains organismes HLM, vous continuez à faire du chauffage électrique? Allez, on arrive au terme de débat. Un rapide tour de table. Jean-Marie Chevalier, est-ce que vous croyez qu'on va parvenir à un accord ou ça va être comme Copenhague? Non, ce ne sera pas comme Copenhague parce qu'il y aura un impact beaucoup plus fort sur les populations. On va arriver à un accord dans lequel il y a 150 pays qui vont dire oui, on réduit nos émissions. Mais pas suffisamment, en tout cas, Non. pour limiter à Non, 2 il n'y aura degrés. rien de contraignant, vous l'avez dit pour certains Mais on n'arrivera pays. pas à la limitation à 2 degrés de la température. Non, il y aura des systèmes de contrôle et de sanctions qui ne sont pas encore décidés, et ça va être très difficile. De les faire Donc je accepter par pense certains que États. oui, il y aura un message pour dire on va réduire, mais ça ira pas au-delà. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-François Gilliard? Pour Pas moi- plus pour- optimiste? Non, pour moi, de toute façon, cet accord n'est pas un aboutissement en soi. Pour moi, je préférerais C'est une étape. je préférerais que les gouvernements se concentrent sur de vraies transitions énergétiques dans leur pays, en développant les vraies énergies
propres pour le climat, les énergies renouvelables, plutôt que se focaliser sur cet accord. Finalement, cet Parce que accord... finalement, à 195, c'est quand même difficile de tomber d'accord. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux Oui, ce que je vous dites, préférerais c'est- que chaque État décline Ouais. une vraie politique énergétique ambitieuse dans son pays, plutôt que se focaliser sur cet accord-là. Yves Oui, mais Contasson, on le Il ne mot faut du- surtout pas survendre la COP21. Parce que le risque après, c'est effectivement la déception. Et ça a été un peu Copenhague. Parce qu'il s'est passé quand même des choses après Copenhague, on n'en parle pas assez. Et donc il ne faut vraiment pas survendre l'accord parce qu'il y a un risque après que les gens arrêtent. Au contraire, disons, ça n'est qu'un point de départ et surtout pas un point d'arrivée. Et là, peut-être qu'on peut changer effectivement le rapport à ce qui va se faire les années suivantes. Ça peut être un rapport d'étape, finalement. Il faut cette que ça soit COP21. considéré comme tel et surtout pas comme un aboutissement parce que ça ne le sera pas. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Vous restez, si vous le voulez bien, avec moi. On accueille tout de suite Karim Yayaoui. Tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce jeudi. Un œil sur les médias, c'est tout de suite. La COP21, Karim, les médias qui retiennent le ton alarmiste de François Hollande. Alors, vos invités soulignaient qu'il ne fallait peut-être pas survendre ce rendez-vous. Peut-être que François Hollande, justement, participe à le survendre avec un discours plutôt alarmiste. C'est ce qu'ont retenu un certain nombre de médias. Ici, le site du Huffington Post. François Hollande qui a eu cette phrase en début de semaine. Si on n'arrachait pas un accord, ça ne serait pas des centaines de milliers de réfugiés que nous aurions à traiter dans les 20-30 prochaines années, mais des millions. Il met en parallèle la crise des réfugiés que traverse l'Europe ces derniers temps avec cet événement qui l'a fait en quelque sorte capital. C'est devenu un marqueur de son quinquennat. D'un point de vue politique, lui non plus n'a pas le droit à l'échec et c'est pour ça que ce ton alarmiste est omniprésent. On le retrouve même sur le compte Twitter de l'Élysée qui a communiqué toute cette journée autour de cette COP21. On retrouve cette idée développée par François Hollande. Une urgence humanitaire ne doit pas en chasser une autre. Le plus grand nombre de déplacés est causé par le réchauffement climatique, hashtag COP21. Et puis, ce journaliste Philippe Lemoine souligne évidemment que ces dernières informations autour du charbon ne suffisent pas à donner l'élan, l'espoir que certains aimeraient voir autour de cette COP21. Alors évidemment, cette journée a été marquée par une mobilisation. On a largement communiqué là-dessus avec cette image relayée par le compte Twitter de l'Élysée qui a fait de cette journée un événement. Tout le monde fait bloc derrière François Hollande. Puis il y a cet autre compte Twitter, COP21 Paris 2015, le compte officiel, avec ce tapis vert comme un symbole déployé du côté de l'Élysée. On a même eu le droit à un timbre. Le timbre qui a été choisi pour cette COP21. Alors on ne voit pas très bien, mais les racines sont en forme de tour Eiffel et cette feuille est bien verte et vigoureuse. C'est une jeune fille qui était du côté de l'Élysée aujourd'hui, qui s'appelle Noémie Osé, qui a dessiné ce timbre. Elle fait partie de l'école d'art et de design de Saint-Étienne. Les regards étaient un petit peu tournés vers elle aujourd'hui. Alors évidemment, est-ce que la France est exemplaire, puisque François Hollande nous explique qu'elle veut l'être exemplaire. Il y a un certain nombre d'articles qui reprennent ses propos. Il y a aussi un certain nombre d'articles qui posent la question, comme ici le Figaro, la France est-elle exemplaire? Il y a des objectifs, notamment cet objectif de 100% des énergies renouvelables en 2050. Et la France n'est pas forcément très en avance sur cet objectif. L'article souligne par exemple que si on veut voir un élément de comparaison avec l'Allemagne, il y a 100 000 emplois qui sont liés aux énergies renouvelables en France contre 400 000 en Allemagne. Et puis il y a évidemment la question du nucléaire. On a pas mal parlé de Fessenheim et du retard de l'EPR ces derniers jours. Et les artistes qui se mobilisent aussi sur le climat. Alors on en parle sur le site internet de France 24 justement. Une chanson de Paul McCartney qui a tenté de rassembler un certain nombre d'artistes derrière lui. Une chanson qui est critiquée sur notre site internet. On la trouve un peu mièvre et pas suffisamment ambitieuse et originale. Pourtant, On peut l'écouter un peu ? On va l'écouter. Il s'était entouré de Bon Jovi et de Sheryl Crow. Eh bien, vous allez vous faire une idée. On écoute. On va voir si c'est cucu ou pas. This is an open letter from you and me together. Tomorrow's in our hands now. Find the words that matter, say them out loud. I'll make it better somehow. Looking down from up on the moon is a tiny blue marble. Who'd have thought the ground would stand
Alors Jean-François Gillard, c'est un peu cucu. Non, c'est quelque part c'est touchant aussi parce que oui, il faut faire une déclaration d'amour à cette planète. C'est pas forcément cucu, mais il faut avoir de vraies actions concrètes Vous pour avez le bien faire aimé maintenant. C'est Vous avez pas bien aimé, simplement. Tout à fait Ouais, d'accord. Chevalier, le rythme et tout, c'était pas Non, mal. j'ai pas aimé, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Yves Contasso, C'est gentil. c'est gentillet. En Merci tout, à cas, tous. en tout cas, les bénéfices sont pour la Fondation ONU sur le climat et pour la branche américaine des Amis de la Terre. C'est peut-être ça, Ça, c'est bien. le plus important. Allez, exactement. C'est vous qui aurez le mot de la fin. Merci beaucoup, Karim. Merci encore à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h heure de Paris. Merci beaucoup, Karim. Vous retrouvez à 20h45 ce soir. Très belle soirée, le journal.